Sommes-nous en train d'être simulés? C'est une question qui a été autrefois considérée par le philosophe du XVIIe siècle René Descartes, qui pensait que le monde dans lequel nous vivons n'est qu'une illusion de rêve, construite par le démon lui-même. Bonjour obscurité, ma vieille amie. Plus récemment, le philosophe Nick Bostrom a formulé un argument suggérant que nous pourrions vivre à l'intérieur d'une simulation informatique. C'était à une époque où la plupart des ordinateurs ressemblaient à ça. Mario Kart Double Dash venait tout juste de sortir, le Nokia Brick était considéré comme le NEC plus ultra, et même ce petit bijou a vu le jour cette année-là. Aujourd'hui, seulement 19 ans plus tard, la technologie a beaucoup progressé. Ce gars-là, avec son entreprise de 600 milliards de dollars, travaille d'arrache-pied pour créer un métavers ou une réalité virtuelle. Les graphismes des jeux vidéo deviennent de plus en plus réalistes et beaucoup de gens semblent déjà passer la plupart de leur temps devant un petit écran plat. On peut affirmer sans risque qu'avec le temps, la technologie et les capacités informatiques progressent. À tel point qu'il semble que ce n'est qu'une question de temps avant que nous puissions créer une réalité virtuelle pilotée par ordinateur, si réaliste qu'elle serait indiscernable de notre propre monde. Ce qui amène à se demander, vivons-nous nous-mêmes dans une telle réalité simulée par ordinateur, rend cette question encore plus pertinente. L'argument le plus convaincant selon moi pour dire que nous vivons probablement dans une simulation est le suivant. Il y a 40 ans, Pong était composé de 2 rectangles et 1 point. C'était les jeux de l'époque. 40 ans plus tard, nous avons des simulations 3D photoréalistes avec des millions de joueurs simultanés, et cela s'améliore chaque année. Bientôt, nous aurons accès à la réalité virtuelle et augmentée. Si vous supposez à n'importe quel rythme d'amélioration, alors les jeux deviendront impossibles à distinguer de la réalité. Même si ce rythme de progrès chute d'un facteur 1000 par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, alors vous dites simplement « D'accord, imaginons que nous sommes 10 000 ans dans le futur, ce qui n'est rien à l'échelle de l'évolution. » Donc, étant donné que nous sommes clairement sur une trajectoire qui nous mènera à des jeux impossibles à distinguer de la réalité, et que ces jeux pourraient être joués sur n'importe quel décodeur ou sur un PC ou autre, et qu'il y aurait probablement des milliards de ces ordinateurs ou décodeurs. Il semblerait donc que les chances que nous soyons dans la réalité de base soient d'1 sur des milliards. Intéressant. L'argument que Elon présente ici est similaire à ce que Nick Bostrom a décrit comme la 3e proposition dans son article publié en 2003. Mais ce qui manque dans l'argument d'Elon, c'est ce que Bostrom a décrit comme la première et la 2e proposition. La première est soit de savoir si notre espèce s'éteindra ou non avant d'atteindre un point où nous serons capables de créer une simulation impossible à distinguer de la réalité. Et ce n'est pas une explication sortie de nulle part. La même explication peut par exemple être utilisée pour le paradoxe de Fermi, qui fait référence au fait que nous n'avons pas rencontré ou vu de preuves de vie extraterrestre, simplement parce qu'il pourrait être dans la nature de la vie intelligente de s'autodétruire. Et en observant simplement notre comportement, il est possible que nous et d'autres espèces intelligentes n'atteignions jamais le point où il serait possible de créer une simulation de la vie réelle. Et même si nous ou d'autres êtres intelligents ne nous autodétruisons pas, la destruction pourrait alors être causée par d'autres raisons, plus naturelles. Sur la pointe des pieds dans le jardin, au clair de lune, voudras-tu me pardonner? Je suppose que seul le temps nous le dira. D'accord, donc proposition numéro 2. Même si l'humanité atteint le stade post-humain, cette civilisation pourrait ne pas exécuter un nombre significatif de simulations du monde réel. Si tant est qu'il y en ait. C'est dans cette proposition que nous pouvons trouver les arguments les plus solides contre l'idée que nous soyons simulés. Nous trouvons ces arguments en nous demandant quel serait le but de simuler une réalité comme la nôtre, comment ces simulations seraient alors gérées, produites et distribuées, et peut-être aussi, s'il est même possible, de créer une simulation identique au monde dans lequel nous vivons. En ce qui concerne la possibilité, l'argument le plus fort contre l'hypothèse de la simulation se trouve lorsque l'on considère notre conscience humaine. Si nous supposons que le monde dans lequel nous vivons, vous y compris, n'est rien d'autre qu'une simulation très réaliste, cela signifierait alors que votre conscience est également une simulation. Mais pour simuler la conscience, il faudrait d'abord comprendre la nature de la conscience. Nous ne comprenons pas cette civilisation post-humaine et ne pouvons supposer qu'elle pourra la comprendre ou la simuler. Par conséquent, même si une civilisation post-humaine simulait un jour une réalité,
Cela ne voudrait pas forcément dire que la conscience naîtrait à l'intérieur de la simulation. Mais cet argument s'applique surtout si nous supposons que nous sommes simulés plutôt que simplement à l'intérieur d'une simulation. Nous y reviendrons plus tard. Pour le reste de cette vidéo, nous allons supposer qu'il est possible de simuler la conscience de manière exactement identique à ce que vous ressentez en ce moment. D'accord, voyons ce que Neil deGrasse Tyson a à dire. Vous regardez la puissance de calcul dont nous disposons aujourd'hui et vous vous dites « J'ai le pouvoir de programmer un monde à l'intérieur d'un ordinateur ». Imaginez dans le futur où vous aurez encore plus de puissance et pourrez créer des personnages dotés de libre arbitre ou de leur propre perception de celui-ci. Donc c'est un monde et je programme les lois qui régissent ce monde. Ce monde aura ses propres lois physiques, chimiques et biologiques. Maintenant, tu es un personnage dans ce monde et tu penses avoir le libre arbitre et tu dis « je veux inventer un ordinateur ». Alors tu le fais. « Et je veux créer un monde dans mon ordinateur ». Et ce monde crée un univers dans son ordinateur. Il existe des simulations à chaque niveau. Alors maintenant, tu disposes tous ces univers et tu lances une fléchette. Quel univers as-tu le plus de chances de toucher, celui d'origine, là où tout a commencé ? Ou les innombrables simulations, les simulations filles qui se sont déroulées par la suite. D'accord ? Donc Neil et Elon proposent 2 scénarios différents dans lesquels une myriade de mondes simulés seraient créés. Elon parle de mondes simulés se déroulant dans des milliards de décodeurs ou d'ordinateurs, tandis que Neil propose qu'une seule simulation suffit pour produire une infinité d'autres simulations. Le fameux argument de la simulation dans une simulation dans une simulation. Commençons par celui-là. Ici, nous avons la réalité de base, qui est à la réalité réellement réelle, donc non simulée. Les êtres intelligents de la réalité de base produisent un monde simulé indiscernable de leur propre réalité. Et puis, dans ce monde simulé, les êtres intelligents et simulés trouvent leur propre moyen de produire une simulation de leur réalité. Et donc, ce processus continue encore et encore, disons 9 fois, ce qui nous donne un total de 10 couches de réalité. En suivant cette logique, nos chances de seraient alors d'1 sur 10 d'être dans la réalité de base, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas dans un monde où nous avons réussi à produire une simulation indiscernable de notre propre réalité. C'est pourquoi cette affirmation n'est pas tout à fait exacte. Et à cause de cela, nous ne pouvons pas vivre dans l'une des simulations où cela s'est produit. Par conséquent, selon cette logique, nous ne pouvons être que dans la réalité de base, ou dans la simulation la plus extérieure où ils n'ont pas encore créé leur propre simulation. Donc 50-50. Nous devons également envisager la possibilité que certaines de ces simulations créent plusieurs simulations, ou des simulations filles, comme l'a dit Neil, ce qui signifie une croissance exponentielle des simulations, et par conséquent, un nombre considérable de mondes simulés dans les couches extérieures des réalités simulées, ce qui pourrait être là où nous nous trouvons. Mais il y a une considération qui va à l'encontre de cette hypothèse de simulation à plusieurs niveaux, c'est que le coût informatique pour les simulateurs du niveau de base devrait être très élevé et augmenter chaque fois qu'une nouvelle couche de réalité simulée est ajoutée au-dessus d'une autre. Simuler ne serait-ce qu'une seule civilisation post-humaine pourrait être d'un coût prohibitif. Si c'est le cas, notre simulation devrait s'interrompre lorsque nous sommes sur le point de devenir post-humain. Mais avant d'abandonner complètement et que notre perception de la réalité ne parte en vrille, il y a encore d'autres facteurs à prendre en compte qui pourraient indiquer que nous ne sommes pas simulés. Par exemple, quel pourrait être le but de la toute première réalité simulée ? Parce qu'une chose est certaine, tout dépend de ce qui se passe dans la réalité de base. Elon et Neil ont tous les deux imaginé que le but des simulations pourrait prendre la forme d'un jeu vidéo. Neil va même jusqu'à dire il est difficile de réfuter la possibilité que nous soyons tous simplement la création d'un gamin dans le sous-sol de ses parents en train de programmer un monde pour son propre divertissement. Commençons donc par le jeu vidéo ou la simulation de divertissement, comme celle que propose Elon Musk, où ces simulations seraient ensuite distribuées à des millions, voire des milliards de consommateurs. Avec une simulation de jeu vidéo dans la vie réelle, la nature de votre existence peut se résumer à 3 possibilités. Tout d'abord, vous êtes un joueur.
C'est la possibilité la moins probable, car sinon vous en seriez probablement conscient. Vous sauriez que ceci n'est pas la vraie vie et que vous vivez une autre vie dans une autre réalité. Peut-être une vie d'enfant dans le sous-sol de ses parents. Si vous êtes un joueur et que vous n'en êtes pas conscient, cela voudrait dire que lorsque l'enfant commence à jouer, tout sens de la réalité est perdu pendant qu'il joue. Quitter le jeu de façon indépendante pourrait même ne pas être possible dans ce scénario, ce qui peut rendre la chose difficile à accepter. Un monde, une personne, avec des possibilités infinies pour seulement 4 999 schmeckles et un abonnement mensuel de 999 schmeckles, vous pouvez profiter d'une toute nouvelle vie sans aucune conséquence. Vivez, apprenez, aimez et jouez. Jouer à ce jeu sur cette plateforme peut entraîner une perte totale de la réalité et de la mémoire, y compris de votre ego, votre famille et vos proches. Tout sera oublié dans un endroit encore inconnu. Le traitement par un psychologue après avoir joué à ce jeu n'est pas inclus. Comme je l'ai dit, c'est difficile à vendre et donc cela ne semble pas très probable. Donc, une autre possibilité, c'est que vous pourriez être une marionnette contrôlée par un marionnettiste. Cela signifierait alors que vous n'êtes pas l'auteur de vos propres pensées et actions. L'illusion du libre arbitre implantée dans votre esprit n'est simplement qu'un gamin dans le sous-sol de ses parents qui s'amuse avec votre esprit. La troisième et dernière possibilité est que vous êtes une marionnette contrôlée par absolument personne d'autre que votre propre intelligence artificielle. Vous n'êtes qu'un mouton dans ce monde simulé et vide, ayant pour seul but d'être une décoration pour un gamin dans le sous-sol de ses parents. Bonjour docteur. Cela pose donc les bases de la simulation pour les jeux vidéo ou le divertissement. Je vais maintenant expliquer pourquoi l'hypothèse d'un jeu vidéo ou d'un divertissement ne me semble pas très probable. Pour cela, nous devrons tenter d'imaginer la façon de penser d'une civilisation post-humaine. Dans l'article de Bostrom, il reconnaît qu'il pourrait exister une interdiction éthique de mener des simulations d'ancêtres en raison de la souffrance infligée aux habitants à l'intérieur de la simulation. Cela pourrait vous faire croire que les individus d'une civilisation post-humaine sont dépourvus d'éthique, n'est-ce pas? Ils sont tellement imbus d'eux-mêmes. Eh bien, il y a de fortes chances qu'une telle civilisation ait une éthique solide, car elle devrait vivre dans une société très fonctionnelle, et l'un des éléments qui soutient une société fonctionnelle est la pratique de l'éthique. Donc même si cela ne les empêcherait pas de créer des simulations réalistes, cela pourrait les empêcher d'en faire des milliards où les habitants à l'intérieur expérimentent réellement et inutilement la conscience et la douleur comme nous. Bostrom propose également que les civilisations post-humaines pourraient évoluer dans une direction où elles perdraient le désir de créer des simulations d'ancêtres, et peut-être que les post-humains considéreraient même de telles simulations comme une manière très inefficace d'obtenir du plaisir, qui pourrait être obtenu beaucoup plus facilement et à moindre coût par une stimulation directe des centres de récompense du cerveau. Donc même si une simulation de jeu en temps réel nous semble très amusante, elle pourrait être extrêmement ennuyeuse pour une civilisation post-humaine. Par conséquent, il pourrait ne pas prendre la peine de la produire et de la distribuer à des millions de consommateurs, car il se pourrait qu'il n'y ait même pas de marché pour cela. Si ce n'est pas pour le divertissement, alors quel est le but? Imaginons que nous sommes dans la réalité de base et que nous sommes très loin dans le futur, dans une société plus avancée. À un certain moment, au plus haut niveau de la hiérarchie de cette société, ils finiront par se rendre compte que, dans un laps de temps relativement court, ils seront capables de créer une simulation impossible à distinguer du monde réel. Comment exploiteraient-ils cette nouvelle technologie? La produiraient-ils en masse et la rendraient-ils disponible sur une sorte de marché libre, ou en profiteraient-ils pour l'utiliser à des fins politiques et sociales? Je pense plutôt à la deuxième option. Avec ce genre de technologie, il serait possible de mener des expériences de déployer sur des individus, des groupes, des communautés et même des nations. Et tout cela dans le cadre d'un écran d'ordinateur. Les dépenses d'Ocamp pour ces expériences se limiteraient au coût de fonctionnement de la machine. Ce serait un outil révolutionnaire pour la science politique. Bien sûr, il ne serait pas possible de créer une société simulée totalement identique à la leur, mais il pourrait en concevoir une similaire et peut-être plus simple comme notre monde. Ils pourraient tester toutes sortes de nouvelles politiques dans différents contextes et environnements avant de les appliquer eux-mêmes, et ce faisant, ils minimiseraient les risques liés à la mise en œuvre de nouvelles initiatives innovantes.
Ils pourraient effectuer le même test des milliers de fois avec de petites modifications pour augmenter encore le niveau de signification statistique, et ils pourraient non même entrer eux-mêmes dans la simulation et vivre directement ce qui se passe à l'intérieur de l'expérience, utilisant ainsi une approche plus qualitative pour acquérir des connaissances. Ils pourraient même être capables de mener une expérience où les habitants à l'intérieur sont confrontés au fait qu'ils sont simulés. Peut-être qu'un nouveau jeu vidéo leur est présenté et distribué. Un monde, une personne. Les scientifiques des bains de la réalité de base pourraient alors surveiller comment le comportement humain changerait, comment les masses réagiraient à un tel bouleversement dans leur perception de la nature de leur existence, et si tout se passe trop bien, alors les décideurs de la réalité de base pourraient décider de ne jamais rendre cette technologie publique. Un autre facteur qui pourrait empêcher les décideurs de la réalité de base de partager ce type de technologie serait la présence de 2 ou plusieurs superpuissances ou zones opposées dans leur monde, car ils n'auraient alors aucun intérêt à partager ce genre de technologie avec une puissance adverse, puisque posséder une telle technologie pourrait facilement modifier l'équilibre des pouvoirs entre eux. Nous pourrions alors nous attendre à ce que les simulations soient très limitées, et non pas par milliards, comme l'a proposé Elon Musk. Je sais que ces scénarios sont très spéculatifs, mais ils doivent l'être, car il n'y a aucun moyen de répondre avec certitude à l'hypothèse de la simulation. Tout ce que nous pouvons faire, c'est spéculer en fonction de ce que nous savons déjà sur notre monde. Mais pour conclure, j'aimerais proposer les 2 principaux facteurs qui indiqueraient que nous ne sommes pas simulés. Le premier, c'est que nous ne savons même pas si une conscience identique à celle que nous expérimentons est possible à simuler, et deuxièmement, même si c'est possible, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'une civilisation post-humaine produirait de telles simulations où les habitants à l'intérieur seraient conscients. Parce que, quel que soit le but que la simulation pourrait servir, que ce soit pour le divertissement, le plaisir ou pour mener des expériences, ces objectifs pourraient toujours être atteints sans que les habitants à l'intérieur de la simulation soient conscients. Rendre les habitants conscients pourrait simplement entraîner une consommation inutile de puissance informatique et aussi franchir des limites éthiques sans aucune raison.